travaille sur ces sujets depuis relativement longtemps à la CFDT, depuis au moins une quinzaine d'années sur l'entrée RSE et un peu plus longtemps sur les sujets de développement durable. Moi, je suis arrivé à la CFDT il y a 4 ans et je suis donc en charge de la RSE et de la gouvernance d'entreprise au niveau confédéral, donc c'est une maison, hein, confédération, la holding et puis fédération, les syndicats qui sont en dessous, la structuration, c'est classique dans les maisons syndicales. Voilà, donc dans un premier temps, ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'on ne peut pas aller faire de la sensibilisation d'acteurs si on n'a pas un constat partagé. C'est-à-dire que si on part pour aller porter un certain nombre de choses vers nos militants et vers les praticiens du syndicalisme dans l'entreprise, sans avoir partagé au départ le constat, on perdra notre temps. Donc le premier, c'est d'abord voir les impasses du modèle de développement tel qu'il est aujourd'hui majoritairement développé dans les entreprises. Alors, l'entrée ici, c'est aussi l'entrée multinationale, en éthique d'investissement, donc j'imagine le lien à l'investissement et le lien à la cotation sur le marché public. Donc on est plus sur l'entrée grande entreprise, même si nous, à la CFDT, on travaille beaucoup justement sur l'entrée PME, parce qu'on porte fortement l'idée que ces concepts-là ne doivent pas être la panacée des grands groupes et des multinationales, mais au contraire qu'ils doivent être des modèles d'organisation de travail et de partage de la gouvernance plus présents dans le tissu PME, ETI de notre pays. Donc donner à voir les impasses du modèle de développement actuel, c'est pas d'hier, hein. La CFDT sur un mode de syndicalisme dès le début des années 70 avec des bouquins tels que Les dégâts du progrès, s'est positionné en opposition à un modèle productiviste sur un modèle de respect notamment de l'environnement. La première entrée était celle-ci. Proposer des pistes pour un nouveau modèle, donc on a beaucoup décrit, j'en parlerai dans la deuxième partie, mais globalement les grandes entrées de nos travaux sur la RSE aujourd'hui, tout d'abord la gouvernance, on a des positionnements et on en a traduit une récemment le 11 janvier, le 11 janvier 2013 dans l'accord national interprofessionnel avec la présence des administrateurs salariés dans les conseils. Alors on sera un petit peu déçu en lisant la suite, hein, la boîte de plus de 5000 et boîte de plus de 10 000 dans le monde. Mais une voix délibérative et un représentant dans les conseils de moins de 12 ou moins de représentants et 2 représentants des salariés dans les conseils de plus de 12. À savoir que déjà, ça c'était la base de l'ANI et que, pareil, l'accord national interprofessionnel signé le 11 janvier, et que par ailleurs, dernières infos de la fin de semaine dernière, il y a des amendements notamment de la commission des affaires sociales, qui tendraient à proposer 2 administrateurs dans les moins de 12 et 3 dans les plus de 12. Alors, c'est pas les termes de l'accord, mais en tout cas, nous, acteurs CFDT, on avait souhaité plus, mais la négociation s'est arrêtée sur 1. Alors après, il faut que tous les signataires de l'accord soient d'accord, comme l'a demandé le président de la République, sinon la loi ne sera pas entendue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà 1, c'est un premier point enfoncé dans la logique. Hein. Pour nous, c'est quelque chose d'important dans le sens où, alors j'ai écouté avec attention l'idée de 2 conseils, un conseil pour le travail, un conseil pour le capital, mais si on regarde bien le modèle français, s'il fonctionnait de façon parfaite, il y a un comité d'entreprise qui est le conseil du travail, et il y a un conseil d'administration qui est le conseil du capital. Pour autant, on voit bien que ça ne fonctionne pas du tout, hein. Il y a un vrai, alors pour ceux qui ont pratiqué le dialogue social, si vous connaissez un petit peu les modèles, il y a un vrai échec du modèle du dialogue social à la française, dans le sens où l'information et la consultation est quelque chose qui est une belle parodie, qui ne fonctionne pas du tout. Alors, la responsabilité à tous les acteurs sans doute, hein. Je ne vais pas chercher des responsabilités ici, en tout cas le constat est que ça ne fonctionne pas. Donc peut-être qu'en venant un petit peu distiller des représentants du travail dans les conseils de capitaux, peut-être on va arriver à faire déjà du lien entre ces 2 lieux, que sont le comité d'entreprise et le conseil d'administration, ce qui semble fondamental pour nous. Et puis après, il faut interroger au-delà, si on va un peu plus loin dans tout ce qu'on dit sur la gouvernance, aussi les pratiques de ces lieux. Être présent, c'est bien. Il y a une pratique que je trouve assez intéressante, qui est le conseil d'administration de Danone, qui, tous les ans, va au moins une fois sur un site, rencontre les représentants des salariés et les managers du site. Combien de conseils font ça? Pas beaucoup dans les grandes entreprises que j'ai pu étudier sur le fonctionnement des conseils. C'est pourtant tellement fondamental de se dire qu'on travaille sur quelque chose qu'il faut connaître, mais ces conseils, en général, fonctionnent relativement en vase clos avec des règles déjà de transparence très faibles. Pour autant, on voit que quand on regarde un peu le fonctionnement de la gouvernance en Europe, la France est un des seuls pays à avoir des règles de complète confidentialité dans les conseils d'administration. Beaucoup de pays en Europe ont des clauses de confidentialité sur des parties, bien évidemment. Il y a des choses qu'il faut garder confidentielles dans le conseil parce que ça peut mettre en péril
le développement ou certains investissements. Et pour autant, est-ce que tous les débats d'un conseil d'administration doivent être confidentiels? Ça joue à la méfiance qu'il y a vis-à-vis de ces lieux aussi dans les entreprises. Et après au sens qu'on va donner aux décisions qui viennent de ces lieux-là, dont on ne sait pas ce qui s'y passe, on ne sait pas d'où viennent les débats, et pour autant on voit que l'application faite par l'exécutif vient de là, et donc c'est une sorte de boîte noire. Donc tout ça joue aussi à une forme de défiance de la part des représentants et des salariés sur ce qui se passe dans ces lieux-là. Donc sur la gouvernance, on a plusieurs écrits, donc je ne détaille pas tout, sinon Martial va vite me rappeler à l'ordre. Sur le dialogue social, je l'ai un petit peu dit là, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un dialogue social un peu plus ouvert. Sur les sujets de RSE, pour revenir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous on pense très fortement que c'est un vrai sujet de dialogue social. On voit très très peu de grandes entreprises aujourd'hui qui construisent leur démarche RSE dans le cadre du dialogue social. Alors pourquoi? Ça on pourrait sans doute en débattre, on travaille d'ailleurs notamment avec Martial, avec des DRH sur ces sujets. Pourquoi? On ne sait pas vraiment, mais en tout cas le constat est là. Il y a une forme de défiance vis-à-vis du dialogue social pour construire un modèle de stratégie RSE, où on va intégrer les dimensions sociales dans la performance. Alors, bon, toujours est-il que nous, ce qu'on souhaite, c'est que justement, ça vienne sur la table du dialogue social, parce qu'on croit fortement que ça responsabilisera les acteurs. Il y a un certain nombre d'acteurs dans le monde syndical qui n'ont pas envie de voir venir ces sujets-là, parce que quelque part, on parlait des modèles allemands tout à l'heure, avec, je crois que c'est M. Beffa qui porte beaucoup, hein, mais l'idée que cette co-gestion fait que l'acteur syndical doit assumer une forme de responsabilité dans les décisions. Alors, on n'est pas dans ce modèle-là non plus à CFDT, hein, je ne veux pas faire un grand scoop, mais pour autant, on accepte quand même l'idée d'une co-responsabilité dans la construction de certaines des stratégies, parce que sinon, on ne peut pas dire à un moment l'entreprise ne va pas sur le cap qu'on souhaiterait, et puis pas assumer une forme de responsabilité dans ce que nous, on veut porter dans les instances de gouvernance. Et donc le dialogue social est une des instances fondamentales, de notre point de vue, dans la gouvernance des entreprises, dans un modèle renouvelé. La notation sociale, parce qu'il faut faire savoir, ce qu'est l'entreprise réellement. Alors, on parle de reporting juste derrière, hein, monsieur Dim l'a évoqué, le reporting est quelque chose qui évolue avec le temps, qui est, de notre point de vue fondamental, n'est pas encore suffisamment bien structuré, notamment ne permet pas aujourd'hui de comparabilité, que ce soit dans le temps ou des entreprises, ne permet pas vraiment une appropriation par les salariés, un vrai rapport, je prends souvent cet exemple, le rapport de développement durable de Sanofi 2010 ou 2011 faisait 600 pages quand on l'imprimait. Quel délégué syndical va s'approprier ce sujet, quoi? On peut pas demander à un gars de faire d'être délégué syndical sur le terrain, de faire son boulot de délégué syndical sur le terrain tous les jours, et en plus de se manger 600 pages d'un document qui est franchement très adapté pour la notation extra-financière. J'ai fait de la notation extra-financière dans le passé, donc je sais ce que c'est que manger ces rapports. C'est assez indigeste, mais c'est nécessaire. Alors eux, ils en est formés pour ça, et c'est parfait, c'est des outils très bien, ok. Par ailleurs, il faut sans doute faire de donner à voir ou de travailler avec les partenaires sociaux sur ce que serait une extraction qui permettrait de s'en saisir dans les priorités de travail qu'on veut se fixer sur un territoire, sur un site, dans une branche, parce que c'est là que vont se faire les vrais changements dans les process et dans la façon de faire dans l'entreprise. La responsabilité mère-filiale, on travaille pas mal sur ce sujet, je vais passer assez vite, ça a plusieurs fois été évoqué. Aujourd'hui, très clairement, les deux grandes directions qui ont vraiment de l'influence sur les stratégies des grands groupes, il y a la direction juridique. Et tout simplement parce que quand on externalise un risque, la gestion par le risque des grands groupes, vous connaissez sans doute, aujourd'hui on est beaucoup sur cette entrée-là, quand on externalise un risque, il est plus dans le périmètre juridique de l'entreprise, et donc on n'a plus le risque. Disons, nous ce qu'on dit, c'est qu'à ce moment-là, rétablissons le lien de responsabilité au-delà de la sphère juridique de l'entreprise, telle qu'elle est définie, et allons jusqu'aux filiales ou jusqu'aux sous-traitants. Alors comme c'est dit dans la définition de la Commission européenne, même si c'est dit de façon une belle prose, mais aujourd'hui il n'y a pas vraiment de moyen de faire, mais pour autant on voit qu'il y a des décisions qui changent les choses. Je pense à Molex, la décision de jurisprudence qui dit qu'en gros les salariés à Toulouse qui ont été licenciés sans respecter le droit du travail français, la holding américaine est responsable. Juridiquement, elle ne l'est pas pour autant, hein. Quand on regarde le droit international, le droit français, elle ne l'est pas. Pour autant, il y a un tribunal qui dit en appel, il y a une responsabilité quand même morale vis-à-vis des salariés qui sont licenciés en dehors de toutes les règles du pays, même si finalement la personnalité morale Molex France n'existe plus et ne peut plus être poursuivie.
Donc là, on a des jurisprudences qui commencent à dire qu'il y a une vraie responsabilité à établir entre les maires et les filiales, ou entre les maires et les sous-traitants. C'est le cas dans le droit de l'environnement, sur le cas Erika, où Total est accusé, est jugé responsable pour partie de la tragédie qui s'est jouée dans l'affrètement d'un bateau qui n'était pas suffisamment bien équipé pour résister aux conditions météo qu'il a rencontrées. Donc voilà. Finalement, on voit que la juridiction fait quand même évoluer les choses, même si le droit international ne permet pas aujourd'hui de faire du lien entre les maires et les filiales. Nous, on croit, et les sous-traitants, nous, on croit fortement que ce lien-là peut amener vraiment des changements de comportement dans les entreprises. Alors après, le constat partagé, sur lequel je me suis un petit peu attardé, donc nous, c'est nos pistes, il faut le débattre parce que tout seul, nous, CFDT, on a beau jeu d'écrire des choses et de les réfléchir avec nos petits bras musclés. Si on ne le débat pas, si on ne le met pas en valeur, si on n'essaie pas de confronter aussi, parce qu'on n'est pas forcément présent sur tout, donc on participe beaucoup à des lieux comme le Forum citoyen pour la RSE, alors Salosi, on a un partenariat avec France Nature Environnement, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on mène dans les négociations au niveau territorial, au niveau national, on confronte avec eux nos positions sur du social, on leur apporte une vision sociale des choses et ils nous apportent une entrée environnementale que nous, on n'a pas forcément intégrée complètement dans notre mode de construction revendicative. Et puis, le dernier point, c'est sans doute le plus important, il faut définir une promesse. C'est-à-dire que de dire on va faire de la RSE, on va faire du développement durable, nous on entend beaucoup la RSE sur le mode, c'est l'application d'un modèle de développement durable aux entreprises, mais tout ça c'est bien gentil, si après on dit aux gens, écoute, tout ça, ça va être que des contraintes pour toi, que ce soit le délégué syndical ou que ce soit le citoyen, on n'arrivera pas à convaincre. Aujourd'hui, c'est, de notre point de vue, on l'a rencontré beaucoup dans tout ce qu'on a fait autour de Rio + 20, c'est un des vrais freins pour faire émerger ce concept de nouveaux modèles de développement. C'est qu'aujourd'hui, les promesses qu'on fait aux gens, c'est plutôt des contraintes. C'est plutôt, excusez-moi l'expression, de l'emmerdement en plus. Alors sur l'énergie, on va dire aux gens, oui, mais on chauffait à 24, attendez, maintenant, il faut chauffer à 16 ou à 18, parce que pour consommer moins d'énergie, il y a beaucoup de gens qui vont vous suivre si vous allez sur ça. Par contre, il faut essayer d'aller trouver le chemin pour que la promesse individuelle et la promesse collective, elle soit positive globalement. Et ça, là aujourd'hui, je l'ai écrit comme ça, mais c'est quelque chose qu'on travaille, c'est quelque chose qu'on essaie de confronter avec d'autres, mais on n'a pas vraiment les réponses et on faudra les trouver ensemble. Sans cela, nous perdrons notre temps. Alors sensibiliser, j'ai encore un peu de temps, ça va, je ne mange pas trop. Sensibiliser bien nos militants, les textes, essentiellement, sur le mode d'action syndicale, ça s'appuie beaucoup sur l'écrit. Donc j'ai remis les dégâts du progrès à avril 77 parce que c'est vraiment un texte fondateur pour nous sur le positionnement développement durable de la maison CFDT. Il y a eu Le Monde que nous voulons, qui est un texte en 2002 avec des grandes entrées aussi, entrées environnementales, entrées sociales, en disant voilà, le développement tel qu'aujourd'hui il se fait ne nous convient pas. Et puis un temps fort pour la RSE, pour l'entrée responsabilité sociale d'entreprise, c'est le texte de congrès de 2006. Alors, tous ces textes-là, vous les trouvez, sauf le bouquin de 117, ça se trouve sur notre site. Le texte du congrès de 2006 a toute la troisième partie tournée sur la RSE. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité sociale d'entreprise dans la pratique syndicale et dans le mode d'action syndicale tel que la CFDT le propose. Ça a donné lieu à pas mal de débats et encore aujourd'hui, c'est un texte qui fait débat dans notre maison parce qu'il interroge nos pratiques, tout simplement. Est-ce que l'acteur syndical est légitime pour se positionner sur un sujet environnemental Alors, au niveau confédéral, on porte l'idée qu'on est sans doute légitime, même si on n'a sans doute pas la juste parole, il faut qu'on confronte avec d'autres acteurs, mais on est sans aucun doute légitime comme, non pas partie prenante, mais partie constituante de l'entreprise. Les salariés, absents de l'entreprise, il n'y a plus d'entreprise. Alors après, les affaires de propriété, c'est autre chose, mais si on a les salariés, l'entreprise n'existe plus. On ne produit plus de biens. Donc, on est partie constituante. Et en tant que partie constituante, on a une forme de responsabilité sur ces sujets-là, à assumer aussi, à travailler avec l'entreprise. Donc, toutes nos organisations reprennent beaucoup ces textes, et aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir que les fédérations et les unions régionales de la CFDT, dans quasiment tous les textes de congrès, alors donc des congrès tous les 4 ans, chaque organisation en gros a un congrès tous les 4 ans. Quand on descend jusqu'au niveau des grosses organisations unions régionales, fédérations, toutes ont des parties sur le développement durable et la RSE aujourd'hui et intègrent ces textes-là pour dire ok, ça interroge notre mode d'action syndicale, le mode d'action en négociation sur les NAO, ok, ça a vécu, maintenant il faut sans doute renouveler un peu notre mode d'action. Une des grandes raisons aussi à cela, c'est qu'aujourd'hui on va pas attirer les jeunes avec l'action syndicale d'hier.
Pour faire très court, les jeunes qui rentrent dans l'entreprise aujourd'hui ne vont pas aller vers l'action syndicale si on leur dit juste conditions de travail, négociation des salaires et puis point barre. Ils veulent aller sur d'autres modes, sur d'autres sujets, ils ont une appétence à aller vers ça, et donc nous on doit aussi intégrer ça. Alors c'est pas mal, on va parler de l'intérêt économique, mais on a un intérêt de développement aussi. Hein. Voilà. Déjà le niveau de syndicalisation en France est quand même faible, hein, on est à 8% à peine. On est sur un syndicalisme d'engagement, on n'est pas sur un syndicalisme de service. Et les jeunes, sur l'engagement, ils vont plus sur les valeurs, ils vont plus seulement sur les valeurs d'hier du syndicalisme. Et donc il faut qu'on enrichisse un petit peu notre discours sur ces sujets. Un point fort et un intérêt, je le mets là parce que c'est intéressant, le discours de Laurent Berger dans sa prise de fonction, notre nouveau secrétaire général depuis novembre 2012, a fait toute une partie sur la RSE. Et quand un secrétaire général qui s'adresse à 2000 responsables de syndicats dit la responsabilité sociale fait partie du nouveau mode d'action syndicale dans un nouveau modèle de développement, eh ben ça a beaucoup de poids au niveau confédéral, parce que le portage politique dans une maison comme la nôtre, il est fondamental. Et si vous avez écouté les dernières interventions de Laurent Berger, notre secrétaire général, encore dimanche sur Europe 1, il a parlé du nouveau modèle de développement et du nouveau mode d'action syndicale qui est lié. Donc maintenant, on voit bien que c'est plus seulement un discours et des textes qui sont portés tous les 4 ans dans les congrès, ça fait partie des grandes lignes de travail de notre maison au niveau confédéral. Alors, seul moyen d'avoir des messages, c'est d'avoir des militants convaincus. C'est facile à dire et c'est plus complexe à faire. Ça demande à ce que des gens comme moi et mes collègues donc il y a des gens qui s'occupent de la RSE dans nos fédérations et dans nos unions régionales, prennent le taureau par les cornes et aillent rencontrer les militants dans les assemblées de syndicats pour leur expliquer pourquoi tout ça, ça a du sens et pourquoi on pense que renouveler notre mode d'action, c'est nécessaire. Et on s'appuie sur l'expérimentation. Alors j'ai mis quelques actions, hein, je pourrais en détailler plus, mais il y a des actions comme l'étude, alors on en reparlait tout à l'heure avec Martial, donc une étude sur une convention IRES qu'on a menée en 2011 et 2012 sur le reporting RSE. Ce qu'on voulait faire voir essentiellement, c'est que les délégués syndicaux des grands groupes aujourd'hui ne se servent pas de cet outil qui est fondamental. Dans ces documents-là, on trouve tout ce qu'il faut pour aller dans le dialogue avec l'entreprise, chercher comment améliorer, comment prioriser les choses. Moi, je fais partie de certains panels de parties prenantes. Alors, souvent les parties prenantes des grands groupes, c'est des parties prenantes externes. Et un grand groupe, un DRH de grand groupe me demandait qu'est-ce qu'il pensait que j'estimais être sa priorité de travail 2012 en termes sur les ressources humaines en termes de RSE. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous avez demandé aux responsables syndicaux de votre entreprise? Est-ce que vous croyez que c'est moi le mieux qualifié pour vous répondre à cette question? C'est clairement pas moi qui suis le mieux qualifié. J'ai sans doute une idée, on a une idée surtout à la CDP. Mais c'est sans doute pas moi qui suis le mieux qualifié pour... Après, c'est à débattre. Et sans doute à débattre aussi, encore une fois, pour renvoyer leurs responsabilités aux acteurs syndicaux. C'est ça qui est fondamental, c'est qu'on doit se positionner, on doit être en capacité de dire oui, on pense que, peut-être qu'on se trompe, mais on pense que c'est là la priorité RSE en termes de RH dans cette boîte. Et ça, de notre point de vue, c'est fondamental. Donc cette étude, elle a essentiellement montré qu'il y a vraiment très peu d'investissement de la part de nos équipes sur ces sujets au travers du reporting RSE. Et donc on a notamment débattu de ces sujets récemment dans le Conseil national confédéral. On va avoir des débats en bureau national également en lien avec tous ces sujets cette année, donc ce sont les grands organes de la gouvernance de notre maison. Et puis il y a des formations, donc là cette année, en début d'année, on a formé tous les responsables d'organisation au développement durable et à la RSE, donc fédération et union régionale. On avait quand même 30 personnes sur 39 possibles, 17 fédérations et 22 régions. Donc c'était quand même intéressant de voir qu'il y a une vraie recherche à intégrer dans chacune de nos organisations ces dimensions. Alors des expérimentations en cours aussi sur la sous-traitance, on travaille beaucoup sur ces sujets, on en parlait tout à l'heure, et donc notamment dans le monde du nucléaire, qui est un monde peu à part et un peu particulier, qui a énormément été vers ce modèle-là parce que encore une fois, on externalise un peu le risque, et l'exposition, vous voyez bien que les doses dans le monde du nucléaire sont plus du tout prises par les agents EDF ou les agents Areva, mais sont prises par les agents de la sous-traitance. Alors ça pose question parce que finalement, le suivi santé, il est parfait dans ces grandes maisons-là, le statut, il est hyper protecteur, mais la dose d'exposition au rayonnement, qui sont bien sûr des doses réglementées, il n'y a
pas des gens qui sont, n'entendez pas dans mon discours qu'il y a des pratiques complètement folles, mais pour autant, ce sont ceux qui sont le moins bien suivis, qui sont le plus exposés. Donc c'est clairement, de notre point de vue, un problème. Et ça demande à ce que, dans l'action syndicale, on se questionne aussi sur la prise en charge par ces sections syndicales de grands groupes qui ont beaucoup de moyens, des salariés de la sous-traitance qui, eux, sont parfois pas du tout représentés dans les TPE, voire peu représentés, voire par des gens qui sont pas vraiment en capacité d'action sur le mode syndical. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette expérimentation-là, on a trouvé des alliés assez surprenants qui sont les associations de patrons de sous-traitants. Parce qu'eux aussi voyaient un intérêt à ce que le donneur d'ordre s'interroge sur ses pratiques en termes de sous-traitance. Donc on a trouvé des alliés qui ne sont pas des alliés dans les parties prenantes qu'on a consultées. On avait consulté un certain nombre, notamment les élus locaux. On a trouvé des alliés là où on ne pensait pas les trouver, dans des associations de patrons, de PME, qui sont des acteurs de la sous-traitance de ces grands donneurs d'ordre. Donc ça demande aussi à ce que l'acteur syndical soit en capacité de dialoguer et de se mettre en posture de dialogue avec ces acteurs-là. Ça demande aussi, encore une fois, un apprentissage de la part de nos équipes. Donc des accords d'intéressement qu'on a essayé de tourner sur les modes... Je te vois me regarder, non. C'est le dernier. Sur le mode un peu développement durable, les entrées environnementales. La CNTS, c'est un acronyme pour Confédération nationale des travailleurs sénégalais. On travaille avec eux sur la mise en place des engagements RSE des grands groupes français au Sénégal. Juste une anecdote, il y a des entreprises, des filiales d'entreprises françaises au Sénégal, de grandes entreprises qui ont des très beaux engagements RSE qui nous ont dit non, vous ne passez pas un questionnaire sur RSE chez nos salariés. Alors là, il suffit de se tourner vers les directions RSE en France et ils disent oh là là, attendez, on va passer un coup de fil et ça s'arrange. Mais ça montre déjà quand même qu'il y a des freins, il y a des freins locaux, des freins culturels et qu'il faut aussi essayer de gérer et d'appréhender. Quand on a construit ce questionnaire avec la CNTS, nos confrères sénégalais voulaient à tout prix qu'il y ait une question sur est-ce que l'entreprise paye un pèlerinage à la Mecque. Pour eux, c'était un mode où ils entendaient que l'entreprise était responsable socialement. Alors, on a longuement dialogué pour essayer de faire un petit peu changer ça, parce qu'on disait pourquoi un pèlerinage à Mecque et pas un pèlerinage à Lourdes à la limite. Et donc on a fait une entrée sur la pratique, sur l'accompagnement des pratiques personnelles de développement spirituel des salariés. Mais il tenait vraiment à ce que ce type d'entrée soit là. Sur un salariat français, je suis à peu près convaincu qu'on n'aurait pas eu du tout ce type d'entrée. Donc l'entrée culturelle est fondamentale et on s'y est confronté. La LGV Tour Bordeaux, c'est une expérimentation qui est relativement récente et qui est intéressante, puisque c'est un grand chantier, c'est un chantier qui va aller allonger la ligne grande vitesse au-delà vers Poitiers et jusqu'à Bordeaux. Et on a toutes les entrées de la RSE du développement durable. On a vraiment toutes les entrées et c'est vraiment intéressant à travailler parce qu'on a le logement, beaucoup de déplacés, puisque c'est des chantiers qui attirent énormément de salariés qui viennent de loin. Donc tout l'aspect logement, l'aspect logistique, qu'est-ce qu'ils font après? Vous parliez de l'aspect culturel, mais des gens qui sont déplacés en France aussi, qui sont sur un chantier comme la LGV, le soir, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont au milieu de nulle part dans des baraquements. Et donc tout ça interroge pas mal notre mode d'action. Et donc on a mis toute une coordination régionale sur ce sujet pour aller dans le dialogue social sur l'entrée de développement durable et de RSE, et pour en faire un vrai outil de faire voir à nos troupes qu'il y a vraiment de l'intérêt à aller sur ces modes d'action. Pour terminer, il y a l'investissement socialement responsable, mais c'est pas mineur, c'est même fondamental pour nous. Donc on a un engagement, depuis peu on est au FIR, M. Fournier est là, on est également signataire des PRI depuis 2 ans maintenant. Et on s'engage depuis plus de 10 ans au CIES pour faire avancer l'idée que l'épargne salariale ne devrait pas être autrement que placée sous forme d'investissement socialement responsable, puisque finalement c'est l'argent des salariés, disons que celle-ci au moins aille vers ce type d'épargne. En plus, on a démarré récemment, Emmanuel Mermet qui est en charge du social-activation en parlerait mieux que moi, la sensibilisation de tous les administrateurs de la protection sociale à l'ISR. On est dans un nombre de gestion paritaire incroyable sur ces sujets, notamment les caisses de retraite, mais pas seulement. Et tous ces fonds-là ne sont pas du tout gérés, pour la plupart, de façon ISR. Et donc, on est en train de convertir toutes ces personnes-là à l'idée que ces fonds-là doivent être investis de façon ISR pour que demain, ils se positionnent de façon assez ferme et forte dans ces lieux de gouvernance de fonds de la protection sociale pour que les fonds aillent vers l'investissement socialement responsable. Même si, après, il peut y avoir débat sur l'ISR, sur la définition de l'ISR, sur l'amélioration des notations extra-financières.
Il y aura toujours débat peut-être là-dessus. Mais en revanche, ce qu'on dit, c'est que le best in class, c'est quand même intéressant, puisqu'il y a déjà une première approche, un premier filtre, qui donne à ce que l'investissement aille vers des valeurs qui sont, de notre point de vue, favorables et à plus de social et plus de gestion de l'environnement. Voilà, j'en ai terminé, j'ai une idée. Je vous remercie pour votre attention, et puis avec tous les autres, je suis ouvert à... Merci Olivier.